30 jeunes et 7 personnalités face à face, à 20h30. Un voyage dangereux, explosion à Karachi avant l'arrivée du pape. Protestation unanime contre la mort en prison d'un autonomiste. L'exemple d'un père heureux, sa femme travaille, il s'occupe des enfants. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 20 ans, pourquoi faire? C'est la question que nous nous posons ce soir tout de suite après le journal et pendant 100 minutes. Pourquoi faire en effet quand on connaît les chiffres du chômage? 700 000 jeunes de moins de 25 ans à la recherche d'un emploi. Quand on connaît aussi le matérialisme d'une société qui a beaucoup perdu de son idéal, mais il y a aussi ce que nous ne connaissons pas forcément bien des jeunes, leurs passions, leurs loisirs, leurs vraies préoccupations, la chanson, l'aventure, la solidarité, le sport. C'est pourquoi ils aiment Julien Clerc, le médecin Bernard Kouchner ou le footballeur Henri Michel. Et bien ces trois hommes, avec beaucoup d'autres invités, responsables politiques ou responsables tout court, seront tout à l'heure les invités Louis Berriot, Dominique Laury et Robert Namias dans Audition publique, une émission commune donc à Antenne 2 et à Europe 1. Cela se passera au Palace et c'est là-bas que nous retrouvons Dominique Laury. Eh bien oui Patrick, ici tout est pratiquement prêt, nous n'attendons plus que les 3 coups, mais avant toute chose je voudrais vous faire une petite confidence. Vous savez qu'à la manière des sportifs qui s'échauffent avant d'entrer disons sur le stade, eh bien les jeunes ici ont déjà échangé pas mal d'idées. Et il y a un leitmotiv qui revient, et vous le savez, je ne vous apprends pas grand chose, c'est le chômage des jeunes, et c'est tout à fait normal puisque vous le savez, 50% des chômeurs ont moins de 25 ans. Mais bien entendu, on ne parlera pas que du chômage des jeunes, d'autres problèmes seront évoqués, comme les rapports, certains disent difficiles, entre les jeunes et les adultes, un problème d'actualité bien sûr et très brûlant, la drogue, la sexualité aussi, la famille, c'est important, et bien entendu, pour conclure, la politique. Voilà, tout le monde est prêt, on n'attend plus que les 3 coups. On va réussir une très grande émission ce soir, j'en suis persuadé. Les jeunes ont beaucoup de choses à dire. À vous, Patrick. Bien, vous avez l'air optimiste, donc on se retrouve à 20h35 pour Audition publique. Et tout de suite après cette émission, un documentaire de Jean Chélinis sur les nouveaux papes, sur Jean-Paul II, premier pape de l'histoire de la chrétienté à avoir parcouru le monde entier. Et bien aujourd'hui, il a ajouté une capitale à la liste déjà longue de ses voyages à l'étranger. Cette capitale, c'est Karachi, Pakistan. Une escale de 3h30 seulement, autour d'une messe dite au stade. Eh bien, c'est peu avant cette messe qu'un attentat s'est produit, faisant 1 mort et 2 blessés. Un attentat pour lequel 2 personnes ont été arrêtées. On n'en sait pas plus pour le moment. Ce sont des policiers qui avaient remarqué un manège suspect, qui ont été touchés par l'explosion qui a eu lieu dans une galerie qui menait à la tribune des personnalités. Apparemment, Jean-Paul II n'en a rien su. Il avait quitté très tôt ce matin Rome. Vous voyez ici les images de son départ, un voyage qui devait donc le conduire au Pakistan, aux Philippines, dans l'île de Guam, au Japon et en Alaska. Les Philippines, vous le voyez, se préparent à l'accueillir. Plus encore qu'à Karachi, c'est une foule en liesse qui va lui faire fête à Manille. Vous savez en effet que les Philippines sont le seul pays d'Asie à une écrasante majorité catholique et que le culte qu'on pratique là-bas n'a rien de réservé. On y côtoie un fanatisme qui rappelle certains pays d'Amérique latine. Bernard Benjamin. La scène se passe à San Pedro Coutoud, à 50 km au nord de Manille. Alors que le monde chrétien commémore les fêtes de Pâques dans le recueillement, aux Philippines, on préfère reconstituer le chemin de croix et la crucifixion. Et c'est le même spectacle à travers les 7000 îles de l'archipel. On se fait crucifier, on se flagelle dans l'espérance de miracles qui aboliront la misère et la maladie. Le ton est donné, c'est un pays extrêmement religieux et mystique que va découvrir Jean-Paul II. Avec 40 millions de fidèles, les Philippines sont bien cet avant-poste de la chrétienté en Asie. Mais c'est aussi un pays où la misère et l'oppression sont la règle. Nous sommes ici à Tondo, l'un des plus célèbres bidonvilles de Manille, où s'entassent 200 000 personnes. Ce cadre de vie est pratiquement le même pour 85% de la population, qui, selon des experts de l'ONU, dispose de moins de 40 francs par jour et par famille pour vivre. Dans ces conditions, l'engagement religieux est devenu plus dur et, comme en Amérique du Sud, une grande partie du clergé a pris la voie de l'opposition politique au régime.
Conséquence, régulièrement des prêtres sont arrêtés, accusés d'entente avec les communistes, et il ne se passe pas de semaine sans que des manifestations de soutien à cette église soient organisées devant la cathédrale de Manille. Des manifestations qui se terminent le plus souvent par des arrestations, le pays vivant sans interruption depuis 9 ans sous le régime de la loi martiale. Pour toutes ces raisons, c'est dans l'enthousiasme que la population des Philippines s'apprête à recevoir Jean-Paul II. Ce dernier a bien précisé que sa visite serait purement pastorale. Pourtant, comme au Mexique ou au Brésil, il y a des chances pour qu'il ne puisse fermer les yeux sur la misère et l'oppression d'une grande partie de la population. Le Pays basque espagnol, paralysé par la grève aujourd'hui, une grève générale à laquelle avaient appelé la plupart des organisations politiques et syndicales de la région, et ce en manière de protestation contre la mort en prison vendredi d'un militant nationaliste soupçonné d'appartenir à l'ETA. Bruno Albin. Dans quelques jours, des photos de ce visage seront collées sur tous les murs du Pays basque. José Arregui, 30 ans, soupçonné d'appartenir au commando indépendantiste. Dans son village, il a eu cet après-midi des obsèques hors de l'ordinaire, celles que l'on réserve aux Goudari, aux combattants de la cause basque. En quelques jours, José Arregui, de prisonnier inconnu, est devenu le héros en Euskadi de ceux qui jurent que vivre sous la bannière espagnole est impossible. Il est le dernier martyr de la cause basque. Dans son village, José Arregui a été accompagné au cimetière par les nationalistes. Son cercueil n'était couvert que d'un drapeau, l'Ikurriña, l'emblème d'Euskadi. Ceux qui réprouvent la lutte armée des terroristes sont de plus en plus nombreux au Pays basque, mais cet après-midi, pas une voix ne s'est élevée ici pour faire taire ceux qui criaient « Gora Eta » sur le passage du cercueil. « Gora Eta », c'est-à-dire « Vive l'ETA ». Au Pays basque, les sentiments de la population semblent donc passer d'un extrême à l'autre, un peu comme le balancier d'une horloge. Lundi dernier, rappelez-vous, grève générale, près de 200 000 personnes condamnent dans la rue l'assassinat par l'ETA de l'ingénieur de la centrale nucléaire de Bilbao. Aujourd'hui, grève générale encore, mais c'est un militant de l'ETA qui a été assassiné. C'est qu'au Pays basque, la population réagit au niveau de l'épiderme. Mais la contradiction n'est qu'apparente. 6 ans après la mort de Franco, les séparatistes ne sont qu'une minorité. La majorité condamne la violence et pense qu'avec l'avènement de Juan Carlos, le terrorisme de l'ETA a perdu sa raison d'être, y compris dans le cœur des Basques. Mais vendredi, à la prison de Carabanchel, c'est un Basque qui est mort des tortures qui lui ont été infligées, en prison, à Madrid, comme au temps de la dictature. Aujourd'hui, la réaction des Basques, c'est avant tout un réflexe automatique, le réflexe d'hommes et de femmes vivant au cœur de la violence et qui condamnent la barbarie de l'assassinat de Madrid, aussi clairement qu'ils ont condamné l'assassinat de Bilbao la semaine dernière. Oui, les derniers à protester ne sont pas les communistes. Ils refusent l'escalade de la violence. Ils avaient condamné l'enlèvement et l'exécution sommaire de l'ingénieur José María Rian par l'ETA militaire, donc la semaine dernière. Eh bien, ils font de même aujourd'hui. L'un de ses dirigeants, d'origine basque, répond aux questions de Paul Naon. Après le voyage de Juan Carlos, il y a eu, face à l'assassinat de l'ingénieur Rian, un élargissement considérable du secteur du peuple basque contre le terrorisme. Et l'autre problème, celui de l'assassinat commis ici, dans des lieux officiels, dans la prison. Mais on torture toujours dans les prisons espagnoles, monsieur Azcárate? Pardon? On torture toujours dans les prisons espagnoles? Eh bien, c'est cela qui est arrivé. Il vient d'être démontré de la façon la plus évidente que l'on a torturé et que l'on a assassiné. Comme au plus beau temps du franquisme. Exactement. Et cela, c'est une responsabilité politique. Et cela démontre que justement pour en finir avec le terrorisme de la ETA, il faut aussi en finir avec le terrorisme fasciste et avec les complicités de ce terrorisme. Je vous poserai une question. Est-ce qu'il n'est quand même pas étrange qu'au moment où il y avait cette réaction du peuple basque contre le terrorisme, tout à coup a lieu à Madrid cet crime épouvantable qui ne pouvait que justement aller à l'encontre de ce croissant sentiment basque contre le terrorisme. Je crois qu'il y a là plus que des coïncidences. Qui a intérêt, monsieur Azcárate, qui a intérêt? Ceux qui sont ennemis de la démocratie et qui voudraient revenir au passé ont intérêt à ce que le terrorisme ne finisse pas.
L'armée, l'extrême droite. Exactement, exactement, l'extrême droite et ses complicités. Oui, les communistes espagnols qui n'enverront pas de représentants au congrès du parti aîné, le Parti communiste soviétique, comme d'ailleurs les Italiens. Le secrétaire général du PCI, Enrico Berlinguer, a condamné hier à Turin toute éventuelle intervention étrangère en Pologne. Il a rejeté en même temps les accusations soviétiques d'ingérence dans les affaires intérieures de Moscou. A cui si aggiunge nel caso della Polonia l'assurdità che assumerebbe la repressione di un movimento che è sorto dal seno stesso della classe operaia come protesta verso orientamenti e metodi sbagliati. Ma quali che siano le incomprensioni e le iniziative di altri partiti, noi proseguiremo con serenità e con fermezza sulla nostra strada. Je rappelle que le PCF sera lui représenté à Moscou par Gaston Pissonnier et une délégation. Il y a un peu plus d'une heure, nous apprenions que plusieurs diplomates de l'ambassade de France en poste à Prague avaient reçu l'ordre de quitter la Tchécoslovaquie dans un laps de temps raisonnable, bref qu'ils étaient expulsés. Et ce parce que, dit Prague, ils se sont livrés à des tentatives d'espionnage. Vendredi, le Quai d'Orsay avait demandé au gouvernement tchécoslovaque de rappeler 2 attachés militaires en poste à Paris, en manière de représailles contre la détention de 2 attachés français retenus, eux, pendant plusieurs heures par la police tchécoslovaque. Puisque nous parlons de Prague, je vous rappelle que le Polonais Stanislas Kania s'est rendu hier en Tchécoslovaquie pour une brève visite d'amitié à son homologue, Gustav Husak. Enfin, à la charnière entre les informations étrangères et françaises, l'attentat de cette nuit contre l'ambassade du Sud-Yémen à Paris, c'est l'œuvre de spécialistes qui ont mis les moyens. Ils ont utilisé des tubes lance-roquettes dont la mise à feu avait été programmée avec un dispositif à retardement. Il y a eu un incendie, mais pas de blessés. Sur les lieux de l'attentat, ces 2 mots tracés à la peinture noire, Remember Copernic, souvenez-vous de Copernic. Avant d'aborder la campagne électorale, un sujet qui nous tient à cœur. Demain s'ouvre en effet à Paris un colloque international organisé par le Conseil supérieur de l'information sexuelle. Son thème, être père aujourd'hui. Cela paraît banal, mais c'est pour nous l'occasion de faire le point sur l'évolution des attitudes de l'homme vis-à-vis de ses enfants dans les différents pays européens aujourd'hui. Certains ont déjà parlé de nouveaux pères aujourd'hui, tout nouveau, tout beau, mais pas là l'essentiel. Regardez par exemple ce qu'est un père au foyer. Il y a comme ça quelques cas en France. Corinne Pertuis et Pascal Pueyo ont partagé quelques heures de la vie de Mathieu Pinot, 30 ans, 2 enfants, père au foyer, plus par besoin que par plaisir. Ma journée se passe levée relativement tôt, puisque maintenant elle a déménagé, l'école du grand est loin, donc il faut l'amener à l'école. Je l'amène à l'école, le petit donc reste au lit, on a la chance d'avoir une jeune fille au père qui le garde. Allez. Et puis je reviens de l'école et je m'occupe à ce moment-là de le faire le petit déjeuner quand il se réveille, de le changer, de le baigner, enfin, le ménage quoi, les choses classiques. Est-ce que c'est plus difficile que d'aller travailler? Oh, c'est la même chose, sauf que on n'est pas payé, c'est tout. Enfin, on est payé, si, parce que soit c'est la femme qui le fait, soit c'est l'homme, donc il faut bien que l'un des deux le fasse. Tout ça, c'est possible parce que votre femme est exceptionnelle. Oh, exceptionnelle, faut pas exagérer, mais non, c'est vrai qu'elle est très chouette, ça pour ça, elle est... C'est-à-dire que si vous voulez, au début, elle est comédienne aussi, elle. On est tous les deux comédiens. On a fait un choix pour savoir lequel des deux, puisque les deux, c'était pas possible, lequel des deux essaierait de continuer dans le métier. Bon, on a tourné ça dans tous les sens, il s'est trouvé que c'était moi. Je ne sais pas pourquoi, je me souviens plus pourquoi on a décidé ça, peut-être parce qu'elle est plus généreuse que moi. Et puis voilà, maintenant, c'est une affaire qui tourne. Pourquoi vous n'acceptez pas un autre travail? Ben ça, c'est la grande question que tout le monde se pose d'ailleurs. Ben, c'est-à-dire que ma femme a plus d'aptitude, étant donné qu'elle parle 3 langues, à trouver du travail rémunéré de façon à peu près normale, que moi, si je prends un travail en fixe, on m'en a proposé. Mais enfin, des boulots à 3500, à 50 ans, j'aurais 5000 francs, ça me passionne pas. Alors je préfère naviguer. Peut-être qu'un jour j'aurai la chance de travailler dans le métier de comédien. Alors j'attends. Justement, comment réagissent vos amis, votre famille?
Ben, ils doivent se dire, c'est quand même pas normal d'avoir 2 enfants, de pas avoir de boulot, c'est la femme qui travaille. À la limite, on me prend même pour un macro, mais je vous dis, ça m'est égal. Vous ne craignez pas que votre fils, un jour, vous reproche de rester au foyer ou d'être resté au foyer? J'espère que non. Peut-être qu'il le fera un jour. Qu'ils disent mon père est comédien ou qu'ils disent mon père est sans travail, c'est la même chose, on me prendra pour un clown. C'est tout. Les gens qui pensent être atteints dans leur virilité de faire le ménage, de donner le bain aux enfants, de faire la cuisine, à mon avis, ils ont 50 ans de retard, si ce n'est 100. Beaucoup à méditer. Alors tous les soirs de la semaine, l'équipe de C'est la vie vous présentera ainsi le portrait d'un nouveau père, et ce donc tous les soirs à 18h30. Un sujet qui doit retenir l'attention de Michel Debré, puisqu'aujourd'hui devant le club Femmes 80, il s'est déclaré le plus féministe de tous les candidats. Il ne faut pas opposer féminisme et maternité, travail féminin et vie familiale, a-t-il dit, mais les concilier. Du côté du PC, André Lajoigny a présenté aujourd'hui une proposition de loi pour lutter contre la drogue. Jean-Marie Le Pen a estimé que Jacques Chirac lui avait pris une certaine partie de son programme économique. Enfin, la Ligue des droits de l'homme s'est faite l'interprète des appelés du contingent à l'occasion de la campagne présidentielle par une carte postale qui circule dans les casernes. Ils rappellent donc 2 de leurs revendications: permission hebdomadaire automatique, liberté d'association et d'expression au régiment. Valéry Giscard d'Estaing, qui a reçu à déjeuner un groupe de créateurs d'entreprises, s'était rendu le matin aux obsèques du général Vambremersch, l'ancien chef d'état-major des armées, en l'église Saint-Louis des Invalides. Étaient présents également le Premier ministre et de nombreuses délégations d'anciens combattants. Le dollar à 5 francs 20 aujourd'hui, il a encore gagné 3% à Paris. Puis un autre record que va peut-être battre dans les jours à venir, il va peut-être se battre dans les jours à venir, le record du monde de vitesse sur rail. Il est détenu depuis 1954 par la SNCF, qui espère bien faire mieux dans quelques temps grâce au TGV, le train à grande vitesse, le TGV qui battrait ainsi les 100 mètres à la seconde dans le courant du mois, ce qui est tout à fait exceptionnel. Patrick Esther et Jacques Van Gavert vous présentent leur enquête sur le TGV. Lyon à 2 heures de Paris, Marseille à 4h40, voilà l'objectif de ce nouveau train. Pour ce programme, la SNCF s'est lancée dans la plus grande réalisation ferroviaire depuis le début du siècle. Il a fallu concevoir un train et une ligne qui soient totalement adaptés l'un à l'autre. Le train, le voici. Il est composé de 8 voitures encadrées par 2 motrices. Les 12 moteurs ont une puissance de 6500 kW, ce qui autorise une vitesse de 260 km/h. Pourtant, même à cette vitesse, la consommation d'énergie reste très raisonnable. À 260 km/h, un TGV consomme la même énergie qu'un train classique à 160 km/h. Et pour rouler à 260 km/h en vitesse de croisière, vous avez dû résoudre un certain nombre de problèmes techniques. Sûrement, c'est même ce qui fait l'originalité profonde du TGV. Le contact de la roue et du rail, le captage du courant, la signalisation, adaptée de la signalisation classique, la résistance à l'avancement ou l'aérodynamisme du train. Voilà 4 problèmes qui ont fait l'objet d'une campagne d'essai que je crois à peu près unique dans le monde. Principale innovation, les bogies sont placées à cheval entre 2 voitures, ce qui permet d'abaisser le centre de gravité de 30 cm et de limiter à 4 le nombre de roues par wagon, contre 8 traditionnellement. Grâce à ce système, il n'y aura plus de passagers assis sur les roues, d'où un confort accru et un silence étonnant même aux vitesses maximum. À 260 km/h, capter le courant devient un travail extrêmement précis. Ce problème a été résolu grâce à un pantographe très souple, à double étage. Mais les grandes vitesses sont surtout possibles grâce à 2 choses. D'abord, grâce à ce nez caractéristique qui permet une excellente pénétration dans l'air. Ensuite, grâce à une voie tracée très droite qui permet des vitesses de plus de 300 à l'heure. Ce qui est important dans le cas de la ligne nouvelle Paris-Lyon, c'est en effet que nous ayons pu concevoir 400 km d'infrastructures nouvelles, ce qui ne s'était pas fait depuis plus d'un demi-siècle au niveau d'une grande ligne de chemin de fer. Le fait que cette ligne nouvelle soit réservée au trafic voyageurs nous a permis de lui donner des caractéristiques tout à fait inhabituelles.
Ainsi, les courbes sont très larges et les côtes 4 fois plus fortes que celles des voies ordinaires. Cela parce que grâce à sa vitesse, le TGV accumule dans les descentes un élan qui lui permet ensuite de regrimper de fortes pentes. Chaque rail mesure 288 mètres de long, pèse 60 kg au mètre, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus lourd que le rail traditionnel. Enfin, pour empêcher la dilatation du rail sur la traverse, celui-ci est fixé grâce à une attache souple. Autre grande innovation, la voie va directement indiquer au conducteur la vitesse à ne pas dépasser. En effet, à 260 km/h, surtout dans le brouillard, il est impossible de voir des signaux placés sur le bord de la voie. Les ordres vont donc directement s'inscrire sous les yeux du conducteur sur le tableau de bord. Celui-ci est relié par radio avec un poste central situé à la gare de Lyon. De ce PC, on suit le train minute par minute, on dirige son trajet, on peut même le stopper en cas d'urgence. À 260 à l'heure, il faut 3,5 km pour stopper la machine. Il n'y a donc pas de passage à niveau sur la voie nouvelle. Tout est prévu pour assurer la sécurité. Par exemple, si une auto tombait d'un pont, un système arrêterait immédiatement le train. Tout cela doit coûter cher et le TGV doit être un train de luxe, pensez-vous? Eh bien, pas du tout. Les 2 tiers des places sont des secondes classes. Les voyageurs qui ont déjà circulé sur le Lyonnais le savent déjà. Mais ces voyageurs ignorent encore le plaisir de rouler à 260, car la voie nouvelle ne sera ouverte qu'au mois d'octobre. En attendant, le TGV se contente de rouler à 160, comme tous les autres trains. La CGT a annoncé aujourd'hui l'organisation le 13 mars d'une journée nationale d'action pour exiger la relance du plan charbonnier. Une journée de l'arbre hier au Cap Sizun, à Plogoff, donc plus de 10 000 personnes, selon les organisateurs, ont planté 2000 cyprès, là où doivent s'installer en principe le projet de construction d'une centrale nucléaire. Et puis toujours en Bretagne, hier et avant-hier, le rassemblement de 10 000 personnes, toujours selon les organisateurs, à Guingamp pour réclamer la libération des 19 détenus bretons, 19 détenus politiques, disent donc les organisateurs de cette manifestation à Guingamp. La mort de Karl Richter, chef d'orchestre, organiste, l'un des interprètes les plus prestigieux de Bach, il n'avait que 54 ans, il est décédé d'une crise cardiaque. Et puis aujourd'hui également, la première à l'Opéra de Paris du Bal masqué de Verdi, un opéra très classique, une mise en scène classique et sobre. Les représentations vaudront essentiellement par les voix des principaux rôles, avec un duo très attendu, avec Katia Ricciarelli face à José Carreras. L'Opéra de Paris présente une fois encore 2 superstars du bel canto. Hervé Claude. Ils ont 34 ans tous les deux. Lui, José Carreras, est ténor espagnol et c'est la première fois qu'il chante à l'Opéra de Paris. Pourtant, toutes les grandes capitales du lyrique l'ont déjà applaudi. Elle, Katia Ricciarelli, c'est une soprano italienne. Depuis 10 ans, on dit qu'elle sera une des plus grandes. Elle est effectivement devenue une diva. L'un comme l'autre, ils prennent des risques, trop disent certains. D'hôtel en opéra, ils sont un jour à New York, le lendemain à Paris, le surlendemain à Vienne. Et lorsqu'on les entend dans ces rôles difficiles du bal masqué, on se demande combien de temps ils pourront tenir à ce rythme infernal. Pour moi, c'est peut-être le rôle le plus difficile que je chante, le plus difficile de mon répertoire, parce que d'abord, il est très long. Après, c'est un rôle avec beaucoup de facettes, ça veut dire c'est un ténor lyrique léger presque au début, c'est un ténor lyrico spinto, héroïque au deuxième acte, après c'est encore un ténor lyrique, alors c'est quand même vocalement et comme jeu et comme personnage très difficile. Katia Ricciarelli, vous chantez beaucoup à travers le monde. Est-ce que vous ne chantez pas trop? Est-ce que vous ne risquez pas d'abîmer votre voix? Je chante à peu près 60 spectacles par année. Je trouve que c'est normal. Mais il y a aussi les concerts en plus, non? Oui, ça c'est vrai, mais enfin je trouve que je ne chante pas trop. Je chante normal, ça c'est normal. Enfin, je suis jeune et je pense qu'il faut travailler quand même. Vous n'avez pas le sentiment jamais d'abîmer votre voix? Non, parce que je suis très jalouse de ma voix, alors ça veut dire que je la garde.
même si on chante 80 ou 90 fois par année, il faut dire 250 fois non. Et c'est toujours difficile de dire non quand on a la possibilité, je ne sais pas, de chanter avec des chefs d'orchestre comme Giulini, Karajan, Colin Davis ou Mehta, Bado, Muti. Voilà, sur son tabouret maintenant, Alain Gillot-Pitré qui s'impatiente un peu et qui va nous dire le temps qu'il va faire. D'abord, il ne faisait pas très très beau partout en France aujourd'hui. Il y avait du soleil sur la majeure partie de la France, mais tenez-vous bien, il a plu. Il a plu dans le midi, pas le déluge, mais il est tombé quelques gouttes. C'est assez étonnant compte tenu de la situation très sèche, très froide, qui dure depuis plusieurs jours sur notre pays et qui durera encore au moins sans doute jusqu'à jeudi. Les températures à 13 heures étaient relativement fraîches, vous les voyez, pas les incrustations. Voilà, ce sont les vraies températures de 13 heures. Plus 3 degrés au nord de la Loire, ce n'est pas très chaud, et en dessous, au-dessous de la Loire, un petit peu plus chaud, mais ce n'était tout de même pas la canicule. Est-ce que cela va durer? Oui, cela va durer, car l'anticyclone qui, depuis plusieurs jours, nous donne ce temps très stable, est toujours centré sur l'Europe de l'Ouest. Or, un anticyclone, vous savez, tourne dans ce sens-ci, dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui signifie que les perturbations, les nuages qui arrivent de l'Ouest sont rejetés vers le Nord, et cela durera environ jusqu'à jeudi. Pour demain, du beau temps à l'intérieur du pays, où nous avons mis beaucoup de soleil, sauf au sud-est, où il y aura quelques nuages près de la Méditerranée, mais qui s'évaporeront dans l'après-midi. Cela adoucira les températures. Et au nord-ouest, où les brouillards matinaux se dissiperont pour laisser place à de belles éclaircies. Les températures pour demain, températures minimales et maximales, d'abord le nord et l'est du pays, même température qu'aujourd'hui, des gelées assez fortes dans l'est, et après des températures comprises entre 3 et 6 degrés l'après-midi. Pour le centre, forte gelée le matin, -9 à Clermont-Ferrand, -5 à Lyon, et l'après-midi, température très fraîche. Enfin, au sud du pays, des températures évidemment plus douces, jusqu'à -13 à Biarritz, et seulement 2 températures positives pour demain matin, c'est-à-dire à Perpignan et Bastia, où l'on prévoit +3 degrés. Demain, 48e jour de l'année, le soleil se lèvera à 7h57, il se couchera à 18h13, et ce sera la Saint-Alexis qui serait resté, dit la légende, 17 ans sous un escalier. Il n'en est pas pour autant le patron des installateurs d'ascenseurs, non, c'est le saint, c'est le patron des centenaires. Et en janvier 1981, il y avait en France 3315 centenaires. Alors pour une fois, eh bien, bonne fête à tous les centenaires français, aux 3315 centenaires français. Il y a encore un peu plus de jeunes de 20 ans. Je vous donne rendez-vous donc tout à l'heure avec audition publique dans 5 minutes, 20 ans pour quoi faire. Et puis tout à fait en fin de programme, vers 23h30 sans doute, Paul Amar vous présentera les toutes dernières informations. Enfin, demain, Antenne de Midi recevra Catherine Deneuve depuis son lieu de tournage. Elle est en train de tourner un film d'Alain Corneau avec Yves Montand, Gérard Depardieu et Michel Galabru. C'est là-bas que nous irons la rejoindre. Bonsoir à tous, à demain 20h.